Salut à tous et bienvenue à la Cité des Sciences et de l'Industrie. Dans l'actualité scientifique cette semaine, on a choisi pour vous un diamant de synthèse plus dur que le diamant, des émissions de méthane inquiétantes, des singes muets et enfin un mystérieux cratère découvert en Antarctique. Rien ne peut rayer le diamant. Et pour cause, il s'agit du matériau le plus dur connu à ce jour. Enfin presque, puisque des chercheurs viennent de réussir à synthétiser un cristal de carbone encore plus dur que le diamant. À l'état naturel, le carbone existe sous 3 formes cristallines. Le graphite, que l'on retrouve dans nos crayons, le diamant, connu pour sa dureté extrême, et la lonsdaleïte, un élément natif très rare, découvert en 1967 dans la météorite à l'origine du météore-cratère en Arizona. À la différence du diamant, dont la structure cristalline est cubique, la lonsdaleïte répond à un agencement hexagonal. Cette particularité lui confère une résistance à la pression 58% plus importante que le diamant, dont la structure est cubique. Pour produire artificiellement de la lonsdaleïte, il faut reproduire les conditions de température et de pression rencontrées par une météorite lors de son entrée dans l'atmosphère, soit au moins 1000 degrés. Or, une équipe australienne vient de proposer une solution plus abordable. À une température de seulement 400 degrés, ils ont compressé du carbone amorphe dans une sorte d'étau constitué de diamants. L'ensemble est censé reproduire les conditions des profondeurs de la Terre. C'est ainsi qu'ils ont obtenu de minuscules cristaux de la taille du nanomètre, ce qui ne constitue pas forcément un problème. Plus ils sont petits, plus ils sont costauds. Aucune chance de retrouver ce genre de pierre sur votre bague de fiançailles. En revanche, l'extrême dureté de ces nanocristaux et la facilité avec lesquelles on peut les fabriquer vont permettre de créer des outils particulièrement efficaces pour tailler n'importe quel matériau, y compris le diamant. Tous les ans, la communauté scientifique publie le bilan CO2 de l'année écoulée. Cela n'existait pas pour le méthane, qui constitue pourtant un gaz à effet de serre puissant. Cette omission est désormais corrigée. Après la vapeur d'eau et le CO2, le méthane constitue le 3e gaz à effet de serre présent dans l'atmosphère. Si sa durée de vie est plus courte, 10 à 20 ans environ, son pouvoir réchauffant est en revanche 23 fois plus important que le gaz carbonique. Or, comme le montre le bilan dressé par 80 chercheurs issus de 15 pays, les rejets de méthane sont en hausse depuis 2007 et de manière encore plus marquée depuis 2014. Contrairement au CO2, les sources de méthane sont plus difficilement identifiables car d'origine très variée. Environ 40% des sources de méthane sont d'origine naturelle, il s'agit notamment des zones humides, les marais, les mangroves, mais aussi du permafrost en cours de dégel. 60% des émissions sont liées aux activités humaines, dont plus de la moitié à l'agriculture et au traitement des déchets. En cause, notamment, les rizières et les élevages de ruminants dont le nombre a considérablement augmenté au fil des 2 dernières décennies. L'exploitation et le transport des énergies fossiles participent également à hauteur de 20% à la libération du méthane fossile présent dans le sous-sol. Tous les ans, 10 millions de tonnes viennent ainsi s'ajouter aux stocks déjà présents dans l'atmosphère. Ces nouvelles données devront être intégrées au modèle de prévision climatique. Elles montrent également qu'en réduisant nos émissions de méthane, nous pouvons réduire leur impact sur le réchauffement de la planète. Les singes qui sont au contact des humains sont capables d'apprendre une quantité incroyable de mots. Il faut néanmoins recourir à des substituts de la parole, au langage des signes par exemple, pour pouvoir tenter de discuter avec eux. Et si nos proches cousins pouvaient réellement parler ? Depuis 40 ans environ, il est admis que les primates ne peuvent produire le moindre mot en raison de l'anatomie de leur appareil vocal. Ces conclusions sont basées sur des moulages en plâtre réalisés à partir du conduit vocal d'un cadavre de singe. Insatisfaits de cette démonstration, aujourd'hui datée, des chercheurs de l'université de Princeton aux États-Unis et l'université de Vienne en Autriche ont décidé de filmer des macaques à l'aide d'une caméra sensible aux rayons X. Les animaux ont été étudiés dans diverses situations, lors de leur vocalisation, de leurs grimaces ou bien encore de leur repas. Résultat, les mouvements des différentes parties de l'appareil vocal des singes sont parfaitement compatibles avec le langage parlé. Pour asseoir leur démonstration, les chercheurs ont modélisé l'organe vocal des macaques et leur ont fait dire la phrase « Veux-tu te marier avec moi ?»
En anglais, Will you marry me? Comme vous l'aurez noté, c'est un peu bizarre, mais ça reste intelligible. Mais alors, pourquoi les singes ne parlent-ils pas? Pour les auteurs, ces résultats sous-tendent que les primates n'ont pas les structures cérébrales nécessaires pour parler. Notre capacité à nous exprimer ne serait donc liée qu'à l'évolution et au développement unique de notre cerveau, et non aux différences anatomiques qui nous séparent des primates. Depuis quelques années, un étonnant cratère situé en Antarctique intrigue les scientifiques. Or, pour la première fois, une équipe a pu se rendre sur place et apporter une explication sur son origine. En 2014, lors d'une mission menée dans la région est de l'Antarctique, des chercheurs allemands ont pu survoler une immense structure circulaire de 2 km de diamètre inscrite dans la neige. Pour ces scientifiques, cette large étendue pourrait être un cratère de météorite. Il se trouve en effet que la chute d'un corps particulièrement important a été notée dans la région en 2004. Problème, des photos satellites montrent que le cratère était déjà présent en 1989. Et puis pour reproduire un tel impact, la météorite aurait dû mesurer 100 mètres de diamètre. Trop gros pour passer inaperçu. Or, pour la première fois, une équipe néerlandaise a pu se rendre sur place et découvrir le fin mot de l'histoire. Ce soi-disant cratère cache en fait un lac d'eau liquide à seulement quelques mètres sous la glace. Et son origine n'a rien de météoritique. Comme le décrivent les chercheurs, ce lac provient d'un réchauffement de surface complètement inattendu. Durant l'été austral, les vents qu'on appelle katabatiques dévalent la pente. En changeant d'altitude et aidés par le réchauffement climatique, leur température s'élève et fait fondre la glace. Lorsque ce lac gèle en surface, de la glace bleue se forme, une glace plus sombre que la neige et donc plus sensible au rayonnement solaire. Le lac se maintient ainsi au fil des ans, mais se propage également en profondeur, fragilisant une barrière de glace déjà bien attaquée par des courants océaniques de plus en plus chauds. Pour les chercheurs hollandais, cette découverte constitue un élément de plus, mettant en évidence l'extrême fragilité du continent blanc face au changement climatique. Voilà, ce journal est maintenant terminé. Retrouvez-nous sur scienceactualité.fr, le site de la rédaction. À la semaine prochaine.